Bien, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Fabien Reich, qui est directeur général de McAfee France. Fabien Reich, bonjour. Bonjour Guy. Alors, dans cet entretien, les invités de la semaine, la première question, c'est de vous demander ce qui a retenu votre attention la semaine passée ou les semaines passées dans notre secteur. Est-ce qu'il y a un événement, un élément qui a retenu plus particulièrement votre attention ? Oui, effectivement, on a eu les dernières attaques qui ont attaqué particulièrement les processeurs. On a entendu parler de Spectre ou Meltdown, qui sont deux grandes attaques trouvées par des chercheurs aux États-Unis, des chercheurs de Google notamment, qui mettent en exergue certaines failles et capacités d'attraper directement des informations au niveau des puces. Et pour nous, l'impact est très important. Il est important parce que, pour diverses raisons, il est important parce que il amène une visibilité très basse sur les systèmes, et puis il est important parce que pour mettre à jour et se protéger, il va falloir du temps, et c'est des vrais projets, notamment pour tout ce qui est hébergeurs, providers, telco, qui fournissent des infrastructures cloud ou d'hébergement dans les data centers. Et ces gens-là, aujourd'hui, on ne peut pas considérer que quand ils mettent à jour un serveur, ils vont pouvoir éteindre comme ça leur serveur et le redémarrer. Ça a un impact réel puisque les serveurs sont imbriqués les uns aux autres en termes de fonctionnement. Donc c'est un vrai projet et donc ça va prendre du temps avant de pouvoir considérer qu'on est protégé, ou en tout cas que ces environnements-là sont protégés correctement. Et puis les environnements virtuels qui redonnent une couche supplémentaire de complexité. Donc là, il va falloir aussi vite se mettre à jour. Alors vous avez dit pour nous, ça veut dire pour nous les entreprises utilisatrices de systèmes informatiques, c'est ça, mais aussi pour les fournisseurs ? Oui, pour nous, et puis je me considère aussi comme utilisateur de services finalement par le biais de toutes les applications que je consomme au quotidien, puisque mes données sont hébergées quelque part sur la planète. Donc effectivement, on en a déjà parlé assez abondamment et je crois qu'on n'a pas fini d'en parler. Alors on en vient plus particulièrement à McAfee. Donc McAfee, tous nos lecteurs connaissent, je ne vais pas refaire l'histoire, mais enfin je vais reprendre juste 4 dates majeures. Donc 1987, la création de McAfee. Par John McAfee qui défrait la chronique régulièrement. 10 ans plus tard, le regroupement avec Networks Associates et puis d'autres entreprises. 2011, le rachat par Intel, donc ça nous ramène à Intel, et donc l'idée finalement d'injecter de la sécurité au niveau des microprocesseurs n'était peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Et puis 2016, et là c'est peut-être une moins bonne idée, Intel souhaite se désengager tout en gardant 49% dans cette joint venture avec l'autre partie qui est abondée par des fonds d'investissement. Et donc en avril dernier, Christopher Young, notre CEO, envoie une lettre en disant « A new McAfee est né, is born », donc qu'est-ce que c'est que ce New McAfee ? Donc, merci, le nouveau McAfee, merci pour le résumé, puisque effectivement l'histoire est bien résumée, les dates clés en tout cas de notre histoire McAfee. Et aujourd'hui, on considère vraiment un renouveau. On parle souvent de nouvelle génération de protection, de signature. On arrête plus ou moins les signatures, ça suffit plus. Les attaques sont de plus en plus fortes. Donc, en termes de stratégie, finalement, on va se concentrer dans le cadre notamment de l'adoption des nouveaux types de services qui peuvent être liés à l'Internet des objets, au cloud, une stratégie sur 2 pôles majeurs qui sont d'un côté le endpoint et de l'autre côté le cloud. Je veux communiquer, j'ai mon poste et j'ai mon infrastructure, ma donnée qui est quelque part sur la planète, et entre ça, il faut mettre de l'intelligence. Donc c'est tout ce qui est analytics, c'est tout ce qui est management de façon globale de la sécurité. On a déterminé maintenant il y a quelques années, et notamment grâce à Intel, un bus d'échange standardisé qui s'appelle DXL, Data Exchange Layer, qui permet d'échanger des informations liées à des indicateurs de compromission. Je suis désolé, c'est très technique, mais en tout cas, on peut échanger, disons, comme si c'était des signatures entre nous et d'autres. On a annoncé récemment un partenariat avec Cisco, avec IBM, on a d'autres acteurs du monde
sécurité informatique comme Checkpoint, Rapid7, etc., qui sont des partenaires de ce bus, donc qui savent communiquer, consommer des échanges qu'on peut avoir. C'est-à-dire que si je détecte dans mon système une faille, je peux la partager avec mon poste de travail, je peux la partager avec mon système de firewall, etc. Donc ça, c'est aussi important. Donc toujours du endpoint, toujours du cloud, au milieu des analytics, un certain nombre de valeurs, forcément tout ce qui est lié à nos labs, et puis le partenariat avec nos partenaires extérieurs avec lesquels on peut échanger et augmenter de façon plus forte votre niveau de sécurité. Hier, j'étais à Rome, je discutais avec mes homologues italiens et je parlais de la tortue romaine, qu'ils nous avaient expliqué énormément de choses. Effectivement, dans ce cadre-là, ce qui est important, c'est d'être soudé et de montrer quelque chose vis-à-vis de l'extérieur qui soit vraiment collé en termes de vision globale de la sécurité. Alors là, vous effectivement donnez un panorama assez complet de qui vous êtes aujourd'hui. Maintenant, si on rentre un peu dans votre offre produit, alors sur votre site internet, vous dites que les cyberattaquants, ils attaquent à la fois les entreprises et les particuliers, et donc vous aussi, vous êtes là pour répondre à ces deux types d'attaques. On va se concentrer plutôt sur l'aspect entreprise, puisque c'est ça ce qui intéresse nos lecteurs. Si on regarde la description de votre offre produit, elle est assez pléthorique. Je ne veux pas en faire la description ici parce que l'énumération ce serait assez long, mais la question est assez simple, c'est finalement comment toute cette offre, vous avez déjà donné des éléments de réponse, mais comment toute cette offre s'articule et surtout comment elle est proposée. Est-ce qu'elle est proposée sous forme de produits indépendants, sous forme de package par type de fonctionnalité, et puis est-ce qu'elle est proposée évidemment sous forme on-premise ou sur le cloud? Comment tout ça se présente-t-il? Alors c'est vraiment c'est parfait parce que nos offres à la base, comme vous le savez, sont essentiellement des on-premise, comme d'ailleurs la majeure partie des fournisseurs. On est tous venus du on-premise. Voilà, on arrive de là. Et puis Christopher Young, donc, que vous avez cité, a clairement établi, en anglais il faut être cloud first, donc toutes nos stratégies produits doivent être développées en optique d'être dans un premier lieu hébergé sur le cloud. Je crois que j'avais entendu ça aussi chez Microsoft, Cloud First, Mobile First. Exactement. Donc, en tout cas, c'est clair. Pour nous aussi, c'est clair. Et ça veut dire que nos produits qui étaient on-premise ont été aussi développés pour être sur des environnements virtuels, et environnements virtuels qui peuvent être stockés sur des data centers cloud. Donc, finalement, notre offre se décline à la fois on-premise, virtuel, cloud. Et vous avez des offres d'ailleurs qui sont conjointes. On a des systèmes de filtrage où on vend à l'utilisateur du filtrage et il choisit où il se met. S'il est sur des gros sites majeurs, j'ai 50 000, 100 000 employés en France, je suis dans l'environnement de prémisse puisque c'est le meilleur coût pour moi. Ensuite, quand j'ai des petits bureaux, moyens bureaux, des infrastructures virtuelles me permettent d'avoir un hébergement dans mes locaux facile où je peux être modulaire. Et puis, quand j'ai vraiment des tout petits bureaux à l'étranger que je ne contrôle pas forcément, eh bien, je leur mets des infrastructures complètement dédiées cloud. Et tout ça managé de façon centralisée pour donner quand même une cohérence d'ensemble. Voilà, c'est la base de notre stratégie. Mais est-ce que le cloud, finalement, ne donne pas plus de souplesse, précisément dans le sens où on a besoin de telle ou telle fonctionnalité et donc on va la chercher quand on en a besoin, par rapport à une solution on-premise où il faut qu'elle soit installée pour pouvoir en bénéficier? C'est tout l'intérêt des infrastructures cloud. C'est vraiment cette partie flexibilité, agilité qu'on redonne aux entreprises. Après, on a des entreprises qui veulent être tout de suite vers l'agilité parce qu'elles savent qu'elles vont bouger assez rapidement et donc elles veulent du 100% cloud. Mais aujourd'hui, le modèle qu'on voit dans nos grosses entreprises françaises c'est un mix est plutôt de tout ça. un mixte hybride. Après, il y a des grands des gens externes, vous parlez de Microsoft, qui effectivement poussent, notamment par le biais d'Office 365, les gens vers le cloud. Donc, de facto, eh bien, tant qu'on est à prendre du service cloud et qu'on réduit les tailles des équipes internes, eh bien, tiens, on achète telle gamme de services et on parle vraiment de gamme de services plutôt que de matériel, produits, solutions sur le on-premise. Juste pour terminer sur ce point, est-ce que ça pose pas un petit problème en termes commerciaux, c'est-à-dire cette mixité d'environnement, parce que c'est pas tout à fait les mêmes business models. Est-ce que vis-à-vis d'un client, ça gère pas un peu ça apporte pas un peu de complexité? Alors, potentiellement, ça en apporte,
la façon dont on a établi nos modèles économiques fait que c'est relativement lisible. Je dis relativement parce que c'est toujours c'est soumis à l'appréciation de chacun. Mais en ce qui me concerne, je pense qu'on a un modèle qui est simple, qui dit finalement j'ai tant d'utilisateurs, je cherche à savoir où ils sont ou pas. Et c'est là l'intérêt. Donc je donne vraiment cette flexibilité de choix, de qu'est-ce que je veux faire finalement. Donc en gros, vous avez mis en place une sorte de système de tarification qui permet de faire à peu près la même chose sur les différents environnements. Exactement. Alors vous avez parlé beaucoup de cloud. Bon, évidemment, c'est la tendance qui existe déjà depuis un certain temps, mais qui touche maintenant des domaines pour lesquels la sécurité n'était pas encore tout à fait impliquée. Il se trouve que vous avez annoncé récemment le rachat de Sky High Network, une entreprise qui est spécialisée dans le cloud. Donc est-ce que c'est pour consolider une offre qui était un petit peu défaillante, entre guillemets, dans votre catalogue, ou est-ce que c'est pour renforcer sur un secteur particulier? Ça vient compléter parfaitement notre portefeuille. Quand je parlais de endpoint et cloud, quand je parlais cloud, je pensais aussi énormément à Sky High. Donc Sky High, on est vraiment ravis. L'acquisition a été faite, complétée depuis le début du mois de janvier de cette année. Et pour nous, ça contribue notamment au nouveau McAfee. Voilà, il contribue à montrer que finalement, même si on reste à 49% Intel, on a des choses nouvelles, on acte différemment, on a repris l'agilité, en tout cas les investissements se font pour nous et se font vers le cloud. Donc le principe de Sky High va être complètement complémentaire puisqu'on a des gammes de protection contre la fuite d'informations et aussi ce qu'on appelle des proxys, donc tout ce qui est système de filtrage web. Et finalement, Sky High, c'est l'étape du dessus, c'est-à-dire que vous voulez savoir ce que vos utilisateurs posent sur un share OneDrive, Google, etc., Box, eh bien, vous pouvez, grâce à Sky High, assez rapidement savoir ce qui se passe. Donc, vous gagnez en visibilité. Ce qui est important aussi dans le cadre de la loi, la GDPR, qui va arriver au mois de mai prochain. Ensuite, si vous avez des environnements bien particuliers, vous voulez pouvoir faire de la fuite contre la protection, donc chiffrer des données, etc., Sky High va vous le permettre. Et puis, il va aussi vous permettre c'est ce qu'on appelle un Cloud Access Broker, donc de pouvoir faire de l'authentification multiple sur différents systèmes. J'utilise une application de CRM embarquée, alors je ne vais pas la citer, mais Salesforce.com par exemple, vous utilisez Workday pour faire votre système de paye, vous utilisez vous n'avez pas besoin de vous authentifier à tous ces systèmes, ça va vous le faire pour vous, directement relayer votre authentification sur ces différents services. Très bien, alors juste une petite question au passage. Votre offre cloud, est-ce qu'elle est proposée à partir de vos propres data centers ou est-ce qu'elle est hébergée sur des grands acteurs du cloud public existant? Elle est hébergée sur des grands acteurs du cloud public et on travaille aussi actuellement pour localiser, en tout cas en France, ces acteurs de cloud. Très bien. Dernier point, on a déjà parlé un peu de ça, mais l'intelligence artificielle, c'est un thème qui est repris, dont, bon, c'est pas nouveau, hein, ça fait 50 ans qu'on parle de l'intelligence artificielle, mais il y a un renouveau depuis un ou 2 ans qui est très très fort, et la sécurité, c'est un des domaines pour lesquels l'intelligence artificielle, le machine learning, va pouvoir apporter des solutions. D'ailleurs, dans les prévisions 2018 de McAfee, c'est en première prévision, c'est présenter le machine learning comme une sorte de technologie qui va être disponible à la fois pour les voleurs et puis pour les gendarmes, donc pour les attaquants et ceux qui se défendent. À votre avis, alors première question, c'est est-ce que vous injectez de ces technologies-là ou est-ce que vous l'avez déjà fait dans vos solutions? Et deuxième question, c'est est-ce que vous pensez que finalement ces technologies qui sont très puissantes, très nouvelles, vont être plutôt à l'avantage des hackers, enfin des mauvais, des attaquants, ou plutôt des gens qui sont là pour défendre? Alors, déjà, plusieurs choses par rapport à cette grande question sur le machine learning. Disons qu'aujourd'hui, ma perception, c'est qu'on fait beaucoup plus de l'analytics. On fait beaucoup de statistiques autour du machine learning. Analyse de données, non? De données, voilà. Nous, c'est ce qu'on a fait par le biais notamment sur le moteur antivirus. On sait que ce n'est plus la solution unique pour protéger correctement. Il y a trop de signatures qui sont produites quotidiennement
Donc ce n'est pas suffisant pour contrer les attaquants. Donc on travaille sur du machine learning où en fait on a pris tout notre zoo de signatures depuis 1997, etc. Et on a cherché à dire, ben voilà, je mets une barrière, j'essaie de trouver un algorithme qui va déjà filtrer tout ce qu'on a déjà, des millions et des millions de signatures, voire des milliards. Et puis on regarde ce que ça donne. Déjà pour ça, parce qu'on voit qu'il y a une certaine récurrence de formes de signatures. En tout cas, on peut les grouper par forme. Donc ça, c'est une forme de ce qu'on appelle aujourd'hui le machine learning, qui est pour moi liée à de l'analyse de données et du statistique. Et ensuite, on voit aussi, quand on voit des événements se produire sur des Security Operations Center, SOC, eh bien, c'est de pouvoir les recentrer les uns avec les autres et dire, bon, là, il se passe ça, plus ça, plus ça, je pense que c'est urgent de faire cette manipulation-là parce que vous êtes en train de vous faire attaquer. Donc, vous voyez, c'est là qu'on l'utilise actuellement dans nos produits. Maintenant, on parle, comme vous l'avez dit, ce mot d'intelligence artificielle passe énormément de réflexion par rapport à ça. On est qu'au balbutiement, il nous manque encore plus de données de contexte, mais ça va venir au fur et à mesure du temps. Hein. Et l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on a certaines défaillances qui sont tellement fortes que le machine learning, finalement, est-ce que c'est bon? J'ai vu des clients qui, malheureusement, n'avaient pas encore déployé de signature sur certains postes. C'est une réalité. Donc l'exemple que je prends, c'est un voleur qui est dans votre rue. Finalement, il voit une petite étiquette comme quoi vous êtes protégé par telle compagnie de sécurité pour votre maison. Il va aller à l'endroit où il n'y a pas la petite étiquette, plutôt que d'aller s'embêter, avoir une alarme qui se déclenche, potentiellement quelqu'un qui lui filme et qui lui parle en même temps, etc. etc. Ou encore pire, même celui d'après qui a laissé sa porte ouverte. Qui a exactement, vous avez raison, ça arrive malheureusement pour tout le monde, d'oublier de fermer sa porte. Mais voilà, dans le domaine de la sécurité, l'intelligence artificielle au niveau des hackers, pour l'instant, pour moi, ma perception, encore une fois, c'est ma perception, elle est utilisée aujourd'hui dans des combats que peuvent mener des États entre eux, et puis pour faire du gros vol d'informations où je veux attaquer une grande banque ou voler des informations SWIFT à des endroits bien spécifiques. Là, oui, je vais chercher à déployer des systèmes qui ne sont pas utilisés par des gens qui ont déjà énormément de protection. Voilà. Et alors, vous pensez qu'elle donne plutôt l'avantage à qui? Aux attaquants ou à ceux qui veulent défendre leur système? Ou finalement, elle est neutre, il suffit d'avoir les meilleurs spécialistes des deux côtés, et puis... Comme je travaille en étant fournisseur de sécurité, je ne veux pas vous dire que ça va donner l'avantage aux attaquants. Forcément, ça va donner l'avantage aux gens qui protègent. Mais la réalité, c'est que oui, ça aussi, il faut maintenir la garde haute. Exactement, il faut garder la garde haute. Voilà. Très bien. L'image est bonne. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Fabien Reich, merci beaucoup. Merci, Guy.